mars 91, Salon de Genève, le monde automobile retient son souffle. Mercedes lève le voile sur sa nouvelle classe S. Ce que le public découvre dépasse toutes les attentes et pas forcément dans le bon sens. 5,11 mètres de long, 1,88 de large, presque 1,50 de haut, la W140 n'est pas qu'une nouvelle classe S, c'est une déclaration, une provocation sur 4 roues. L'homme derrière ce mastodonte s'appelle Werner Niefer, patron de Daimler, stratège implacable au tempérament volcanique. Depuis 1981, Mercedes avait investi 3 milliards de marks dans ce projet, 3 milliards pour construire la voiture censée révolutionner le monde. Elle le fit, mais pas comme prévu. Les journaux s'enflammèrent. Pour certains, la W140 était l'incarnation de la folie d'ingénieurs et du gaspillage pétrolier. Pour d'autres, la meilleure voiture du monde. L'Allemagne était divisée politiquement après la réunification et maintenant aussi par une voiture. Pourquoi la W140 avait pris de telles proportions ? La réponse se trouve à Munich, chez BMW. Quand Niefer découvrit en 1986 la série 7 E32, il entra dans une rage noire. Les Bavarois avaient enfin produit une vraie rivale pour la classe S. Et pire encore, en 1987, la vénérable 560 SEL perdit un test face à la BMW 750i V12, un affront inacceptable. Niefer fit suspendre tout le développement. Mercedes retravailla le projet pendant 2 ans. L'objectif, non seulement battre BMW, mais surpasser tout ce qui roulait sur Terre. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouvel adversaire venait du Japon. En 1989, Toyota lançait Lexus et sa LS400, une berline de luxe raffinée et silencieuse. Niefer exigea une classe S qui fasse de toutes les autres un souvenir. Le résultat, un chef-d'œuvre technique. Mercedes introduisit sur la W40 les innovations les plus avancées du monde, le premier ESP de série développé par Bosch, un réseau CAN-bus reliant jusqu'à 60 moteurs électriques, un système de navigation et la toute première commande vocale automobile, le linguatronique. Mais la véritable star, c'était le moteur, un V12 de 6 litres, 408 chevaux, le tout premier 12 cylindres Mercedes produit en série, plus de 100 chevaux de plus que BMW, l'ordre des choses était rétabli. Les vitres latérales à double vitrage pour une isolation parfaite, des sièges ajustables dans tous les sens, une électronique omniprésente, Mercedes avait construit la voiture du futur, sauf que le futur n'était pas encore prêt. L'Allemagne réagit avec un mélange de fascination et de rejet quand la presse révéla que la limousine de 5,21 m ne rentrait même pas dans le train auto pour Sylt, le ridicule était complet. Un symbole parfait, la classe S était trop grande pour son pays. Le site mbw140.de raconte que certains premiers clients déçus revendirent leur voiture, parfois payés plus de 150 000 marks, pour retourner chez BMW, une humiliation publique. Les critiques devinrent féroces, parfois morales. Les sociologues Horst et Wippermann écrivirent en 1995, après la réunification, tout ce qui représentait la puissance ou le statut social
provoqué le rejet. Une voiture massive conçue pour les conducteurs importants était un parfait bouc émissaire. Ironie du sort, l'Allemagne fut le seul pays à rejeter la W140. Aux États-Unis et au Japon, c'était une star. Rien qu'en 9 mois, Mercedes vendit plus de 48 000 exemplaires contre 35 000 BMW série 7 sur la même période. À l'étranger, on applaudissait. En Allemagne, on critiquait. Les Américains aimaient sa taille, les Asiatiques admiraient sa technologie, seuls les Allemands la trouvaient excessive. Mais les véritables problèmes étaient ailleurs. La W140 coûtait jusqu'à 25% plus cher que sa devancière et la récession du début des années 90 ralentit les ventes. Surtout, la Lexus LS400 coûtait presque la moitié, 44 000 $ contre 70 000 $ pour une 300 SE et offrait une expérience presque aussi raffinée, voire meilleure. Ce que Mercedes appelait le progrès devint un fardeau, l'électronique foisonnante rendait la voiture fragile et les réparations ruineuses, le câblage moteur se désintégrait sous la chaleur, les capteurs se multipliaient et si tous les voyants du tableau de bord ne s'éteignaient pas, après le démarrage, c'était le cauchemar du CAN-bus. Les premiers modèles souffraient aussi de défauts de finition, portes mal ajustées, rétroviseurs tremblants et une charge utile ridicule sur les V12. 4 passagers suffisaient à saturer la voiture. En 7 ans à peine, 400 000 exemplaires furent produits, 2 fois moins que la W126. Un verdict clair, trop, c'est trop. Les coûts démesurés et les retards entraînèrent le renvoi du chef ingénieur Wolfgang Peter. Mercedes changea alors de philosophie, finit la voiture dictée par les ingénieurs, place au design orienté marché. La production s'arrêta en 1998 après seulement 7 ans, mais son héritage continua, notamment à travers Maybach, dont les berlines ultra luxueuses reprenaient la base technique du W140, un fantôme de luxe réincarné. Et pourtant, pour beaucoup de passionnés, le W140 reste la dernière vraie classe S. Son successeur, la W220, fut plus léger, plus fin, mais aussi plus fragile. La magie s'était perdue. 10 ans plus tard, plus personne ne trouvait la W140 trop grande. Les SUV géants et les limousines modernes avaient redéfini les standards. Aujourd'hui, comparé à un GLS ou un X7, la W140 paraît presque modeste. Sa taille jadis critiquée est devenue normale. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à la Mercedes W140 ? Elle est passée du bouc émissaire au prophète, de symbole d'arrogance à icône d'ingénierie. Les exemplaires restants se font rares, nombre d'entre eux exportés vers l'Est ou rangés par la rouille, mais pour les passionnés, elle reste un mythe. La W140 fut un manifeste, la dernière voiture conçue sans compromis par des ingénieurs qui rêvaient encore de perfection avant que le marketing ne prenne le volant. Un véhicule qui voulait tout faire bien et qui, ce faisant, fit tout faux, sauf la technique. Parce que 30 ans plus tard, elle fonctionne encore. Peut-être était-ce son plus grand échec ou peut-être son plus grand triomphe.